Ceux qui suivent ma chaîne, vous le savez déjà, mais pour ceux qui connaissent pas, je vous résume en gros, j'habite une grande maison d'environ 250 mètres carrés que j'ai payé 20 000 euros et qui était habitable de suite quand je l'ai achetée, dit autrement, elle ne nécessitait aucun travaux. Pour ce prix, j'ai eu une très grande maison en pierre de taille qui a à peu près 300 ans, avec des murs de pierre qui atteignent dans les 70 cm d'épaisseur droit, donc très bonne isolation thermique par les murs. J'ai deux cuisines, une pour l'été, une pour l'hiver. J'ai une très belle cave voûtée, j'ai une citerne à eau en pierre de taille de plusieurs milliers de litres de capacité. J'ai un magnifique escalier en pierre. Les poutres de la charpente sont juste énormes et ça coûterait plus cher que la maison elle-même de refaire une charpente comme ça aujourd'hui. Bref, c'est une très belle maison. Elle est raccordée au réseau EDF, au téléphone, à l'eau, au tout à l'égout, et le tout donc habitable de suite sans avoir besoin de faire aucun travaux. Et depuis que j'ai emménagé, vous m'avez régulièrement posé des questions dans des lives sur cette maison, sur comment j'ai fait pour la payer à ce prix-là et sur comment on trouve des maisons qui demandent pas de travaux et sont habitables à ce prix-là. Donc j'ai déjà répondu à tout ça, mais comme les réponses à toutes ces questions sont dispersées à droite à gauche sur plusieurs lives différents, et puis que en plus je laisse pas de rediffusion de mes lives, parce que sinon c'est pas des lives, je me suis dit que j'allais rassembler toutes ces réponses sur comment trouver une maison à ce prix-là dans une seule vidéo qui centralise tout. Alors le contexte pour commencer, moi je suis dans une démarche d'assurer sans dépense d'argent tous les besoins qui sont indispensables pour vivre, c'est-à-dire boire, produire de l'énergie, se chauffer en hiver, enfin bref, tout ce qui relève de l'autosuffisance, et qui permet de faire de grosses économies quand on les fait soi-même. Et la raison pour laquelle je suis dans cette démarche, c'est que parce que professionnellement, je me retrouve toujours à avoir des jobs qui sont mal payés, et donc que je gagne assez peu d'argent. Du coup, je vous dis ça pour poser la première et la plus importante des contraintes. C'est pas du tout par choix que j'habite dans une maison à 20 000 euros. C'est parce que je ne pouvais pas payer plus. Si j'avais eu 50 000 euros, je serais parti sur quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux. Je sais que j'ai par exemple visité une maison qui était juste à côté d'ici. Elle était à 40 000 euros et elle était genre 100 fois mieux que celle dans laquelle je suis, avec un peu plus de 100 mètres carrés de cave voûtée, il y avait un puits, il y avait plein de trucs que j'ai pas ici. Mais voilà, 20 000 euros, c'était le maximum possible pour moi, donc la raison du prix, c'est pas un choix, c'est une contrainte. La seconde contrainte, c'est la localisation et le terrain. Je suis dans une démarche d'autosuffisance, donc j'ai besoin d'avoir du terrain pour produire du bois pour me chauffer, produire de la nourriture pour ne pas l'acheter, enfin en résumé, pour obtenir des produits sans dépenser d'argent. Donc je dois avoir des surfaces de terrain importantes pour tout ça, or ça aussi, il faut le payer. Et donc la question pour moi, elle s'inscrit dans cette perspective, comment avoir la meilleure maison possible, avec le terrain le plus grand possible, et le tout en dépensant le moins d'argent possible. La première chose que j'ai fait pour y arriver, c'est que je suis retourné à la logique de la maison de village française du 19e siècle, qui séparait le terrain de la maison, parce que au prix du marché, ça va coûter considérablement moins cher de faire comme ça. Mais on va y revenir un peu plus loin, ça, sur cette question du prix du marché, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai pu payer cette maison à ce prix-là. Au 19e siècle, donc, on vivait pas à la campagne comme on y vit aujourd'hui. Les lotissements n'existaient pas, les habitats isolés étaient peu courants, voire marginaux. C'est un peu le marginal, souvent, qui habitait tout seul dans son coin à l'écart du village. Et en fait, à l'époque, la majorité des gens vivaient dans le village, à l'intérieur même du village, autour de l'église, dans ce qu'on appelle des maisons de village. Alors la plupart avaient des terrains, bien sûr, mais leur terrain n'était pas attenant à la maison. Ils avaient généralement à la sortie du village un petit lopin de terre qui leur servait de potager ou de verger. Puis ils pouvaient aussi être propriétaires de parcelles forestières dans lesquelles ils allaient couper leur bois de chauffage pour l'hiver. Mais donc dans ce modèle traditionnel du village français, le terrain n'est pas attenant à la maison. Alors c'est quelque chose qui présente énormément d'avantages dont beaucoup restent valables 2 siècles plus tard. D'abord, en hiver, le fait que les maisons soient accolées, ça a le même effet que lorsque vous chauffez un appartement en ville. C'est-à-dire que vous chauffez un peu vos voisins et vos voisins vous chauffent un peu. Vous divisez littéralement par deux les déperditions thermiques par les murs, ce qui a un impact important sur vos économies de chauffage. Et puis par ailleurs, ça présente un gros intérêt lorsqu'on est dans une démarche de réduire ses dépenses, c'est que ça limite drastiquement les dépenses de transport. Alors ça dépendra de votre situation et de si vous avez ou pas un usage de la voiture pour un usage professionnel, mais en gros, dans certaines situations, notamment lorsque vous travaillez à domicile, ça peut aller jusqu'à diviser par deux vos besoins en essence, ce qui est juste énorme en fait. En fait, statistiquement, la première économie que vous pouvez faire sur le transport, c'est les déplacements courts à l'intérieur de votre village. Parce que c'est sur ces petits trajets que, d'un point de vue volumétrique, on brûle le plus d'essence. Parce que le moteur est froid et que pour monter en température, il va devoir consommer davantage. Pour vous donner un ordre d'idée, lors du premier kilomètre, on va consommer en moyenne 50% de carburant en plus que lorsque le moteur est chaud. Donc c'est des volumes vraiment importants sur les petits trajets. Même si on a la fausse impression d'avoir consommé peu parce qu'on n'est pas allé très loin, voilà, on est juste allé chercher un paquet à la poste ou des croissants à la boulangerie, sauf qu'en réalité, c'est justement parce qu'on n'est pas allé très loin qu'on a consommé plus de carburant, parce que les besoins en carburant de véhicule étaient plus importants. La première des économies à faire sur le transport, c'est donc pas de changer de véhicule, c'est de choisir de vivre à une localisation qui évite d'avoir besoin d'utiliser de l'essence pour
pour ces trajets courts. Première des libertés face à un besoin, c'est tout simplement de ne pas l'avoir ce besoin. Et ce besoin-là en particulier, il dépend uniquement d'une seule chose, c'est la localisation de votre logement. Ça permet de supprimer les frais de transport pour aller chercher votre pain, emmener vos enfants à l'école, aller à la pharmacie, faire vos courses ou retirer un paquet à la poste. Et pour ça, il n'y a pas 36 manières de procéder. Le meilleur moyen de supprimer les frais de transport sur ces trajets courts, c'est d'habiter en centre-village. Or, et c'est ça qui nous intéresse, ça correspond plus du tout à ce que les gens qui achètent des maisons à la campagne ont envie d'acheter. Maintenant, les gens, ils veulent être dans un lotissement ou sur un site isolé avec leur terrain, mais ils veulent pas venir à la campagne pour habiter au milieu d'un village. Et donc, et c'est à ça que je voulais en venir, ça a un impact énorme sur le prix du marché. Parce que c'est cette personne-là, l'acheteur moyen, qui va définir le prix du marché. Dans un même village, vous pouvez trouver à vendre une maison de lotissement à 120 000 euros et une maison de village de même surface, en aussi bon état, pour 30 000 euros. L'écart de prix entre les deux, il est énorme et en fait, il est causé par le ratio entre le nombre d'acheteurs moyens voulant acheter une maison à la campagne avec un terrain et celui du nombre d'acheteurs moyens voulant acheter une maison de village. C'est ce qu'on appelle le prix du marché. Et il y a des zones entières en France dans lesquelles vous avez, pour ce type précis de logement, les maisons de village, qui n'est pas recherché par les acheteurs, des prix du marché extrêmement bas. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour cette option. Les gens ne veulent pas acheter ces maisons, donc elles sont pas chères, donc je me suis dit, je vais en acheter une. Alors, l'un des principaux obstacles lorsque les gens veulent se lancer en autonomie, c'est qu'ils veulent avoir un package avec tout de suite, mais la réalité, c'est que c'est beaucoup moins cher au prix du marché d'acheter séparément la maison et les terrains. Moi, au total, j'ai presque 7 hectares de terrain en plus de ma maison de 250 mètres carrés, et la seule raison pour laquelle j'ai pu acheter tout ça pour si peu cher, c'est que j'ai acheté les terrains et la maison de façon séparée. Du coup, ça me permet à la fois d'avoir beaucoup de terrain et une grande maison en bon état. Alors, le terrain, c'est un autre dossier. J'ai fait une vidéo entière sur comment on trouve un terrain pas cher, et franchement, elle a pas pris une ride cette vidéo. C'est toujours la même méthode que j'utilise et qui marche toujours très bien. Je vous mets un lien en description pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon, la question du terrain, je l'ai déjà traitée, donc là, on va se concentrer uniquement sur la question de la maison. Pour les réponses sur le terrain, allez voir l'autre vidéo, je vous mets le lien en description. Ceux qui connaissent un peu le prix du marché de l'immobilier, je vais rien vous apprendre, mais pour les autres, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix d'un bien immobilier n'a pas grand-chose à voir avec son état ou avec la valeur des investissements qui sont faits dessus. Par exemple, très concrètement, si vous investissez 50 000 euros de travaux sur une maison dans une localisation pour laquelle il n'y a pas d'acheteur, alors la valeur de votre maison ne va pas augmenter de 50 000 euros. Et c'est ça que vous devez bien comprendre, la valeur d'une maison n'est pas la valeur de ce que ça vous coûterait de construire une maison à l'identique. Et donc, si vous faites 50 000 euros de travaux, ça ne veut pas obligatoirement dire que votre maison vaudra 50 000 euros de plus. En réalité, elle vaudra uniquement ce que la plus-value de ces travaux apporte à la valeur de votre bien sur le marché dans lequel il s'inscrit. Pour que les choses soient claires, je vais vous donner un exemple tout bête, c'est que ma maison a un chauffage central qui, à lui tout seul, coûte plus que 20 000 euros, c'est-à-dire le prix de la maison elle-même. Si je voulais aujourd'hui réinstaller un chauffage central comme celui que j'ai déjà, ça me coûterait plus cher que la maison. Et pour autant, la maison ne vaut pas 20 000 euros de plus. Encore une fois, son prix du marché résulte du rapport entre l'offre et la demande, et il n'a rien à voir avec la valeur de la maison elle-même. Il y a un exemple que je trouve très parlant, c'est le gars de la chaîne Un Pingouin dans le désert, qui a construit sa maison lui-même, et il a fait venir un agent immobilier pour estimer sa maison. Et la réponse de l'agent immobilier, elle est catégorique. La maison, elle vaut moins cher que la somme du temps et des matériaux qu'un pingouin il a mis pour la construire. Parce que sa maison en elle-même, le produit fini, a une faible valeur sur le marché, et donc que l'argent qu'il a investi dedans n'en est pas le reflet. Et que eux, pour eux, ils m'ont dit que ça serait même peut-être pas... Enfin voilà, que la valeur de la maison allait pas couvrir les matériaux et le prix du terrain. En fait, on développe un imaginaire sur la valeur des biens immobiliers et on va s'imaginer qu'une maison à 70 000 euros va forcément être mieux et en meilleur état qu'une maison à 30 000 euros. Or, pas forcément. Ça va jouer, certes, mais la plupart du temps, l'état de la maison, ça va être une question secondaire qui va passer bien loin après des questions plus importantes pour le marché, comme premièrement la localisation et deuxièmement le type de bien. Vous pouvez acheter une maison de village à 20 000 euros parfaitement habitable et qui ne nécessite aucun travaux, et à l'inverse, vous pouvez acheter pour 70 000 euros une maison isolée, insalubre, dans laquelle vous allez devoir encore mettre 50 000 euros de travaux pour la rendre habitable. Pour payer pas cher, en fait, il n'y a pas de recette miracle. Il faut acheter une maison d'un type et d'une localisation pour lesquelles il y a beaucoup de maisons en vente et peu d'acheteurs. Alors, on va voir ensemble concrètement comment procéder. On va prendre comme exemple 2-3 secteurs dans différentes régions de France, puis on va voir comment identifier ceux dont le prix du marché sont bas et comment trouver des maisons pas chères donc. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un truc dont les gens qui vous disent qu'ils ont rénové une maison
maison qu'ils ont payé 100 000 euros, eh ben ils vous parlent jamais. C'est le coût réel de leur maison, qui n'est pas 100 000 euros, qui n'est pas le prix qu'ils ont payé la maison, mais en général va plus souvent être proche de 250 000 à 300 000 euros, c'est-à-dire plus du double, voire le triple. Parce que lorsque vous achetez une maison à un prix donné, eh ben vous avez des coûts qui viennent s'ajouter au prix de cette maison. Et ce sont des coûts impératifs, vous pouvez pas y échapper en fait. Le premier des coûts qui n'est pas annoncé, ce sont les frais de notaire. Pour ma maison, en supplément de ces 20 000 euros, j'ai payé à peu près 3 000 euros de frais de notaire. Donc le prix de vente, c'est 20 000, mais le prix effectif, c'est pas 20 000, c'est 23 000 euros. Ensuite, il y a le temps que j'ai passé à faire mes recherches. Ce temps, c'est du temps pendant lequel je n'ai pas travaillé pour gagner de l'argent, donc il a un coût. J'étais auto-entrepreneur à l'époque, donc si je passais un jour dans une semaine à faire des recherches ou à visiter des sites, eh ben c'est un jour pendant lequel je pouvais pas travailler pour un client, et donc c'est une perte de revenus. Et cette perte de revenus, elle doit être calculée si je veux avoir le coût réel de ma maison. Ça m'a pris 2 ans de trouver cette maison en y consacrant en moyenne 8 heures par semaine, donc de l'ordre de 832 heures au total. Le SMIC horaire net est d'environ 9 euros, donc le temps que j'ai passé à faire mes recherches, qui ont été très poussées et très longues, ça m'a coûté environ 7 500 euros. Et puis pour finir, comme vous l'avez compris, je voulais une maison dans laquelle j'avais pas besoin de faire de travaux en arrivant, donc j'avais déjà de l'électricité, de l'eau, du chauffage, etc. Mais dans le cadre de mes démarches d'autonomie, j'ai effectué de gros changements sur les installations d'eau, d'électricité et de chauffage. Et l'ensemble de ces travaux, qui n'étaient pas obligatoires, mais que j'ai choisi de faire pour autonomiser la maison, ils m'ont coûté un total aux environs de 4 000 euros. Donc si on résume, le prix de vente de ma maison, c'est 20 000 euros, mais ce qu'elle m'aura coûté, c'est 34 500 euros. Dit autrement, ma maison vaut 20 000 euros, mais je l'ai payé 34 500 euros. Donc vous laissez pas abuser par son prix qui peut vous sembler bas, parce que en réalité, j'ai payé cette maison 14 500 euros de plus que ce qu'elle vaut réellement. Alors comme vous l'avez compris, parmi ces coûts cachés qui s'ajoutent au prix de vente de votre maison, tous ne sont pas égaux. Et il y en a 2 en particulier qui sont plus importants que les autres, c'est votre temps et ce sont les éventuels travaux que vous allez effectuer. Le temps d'abord, c'est un coût qui n'est juste jamais pris en compte dans le calcul du coût de la maison par quasiment personne. Or, c'est un coût qui est bien réel. Il y a d'abord le temps des recherches, comme vous l'avez compris, parce que trouver une maison en bon état à ce prix-là, ça demande énormément de temps. Comme je vous l'ai dit, dans mon cas personnel, on est sur un peu plus de 800 heures de recherche, ce qui est juste énorme. Moi, j'ai toujours eu des revenus faibles, donc pour être réaliste, je prends le SMIC comme référence dans mes calculs. Mais si vous voulez avoir les bons chiffres, ceux qui vous concernent vous, alors il va falloir que vous preniez votre salaire horaire à vous. Et ça, statistiquement, on sait qu'il va être supérieur puisque le salaire moyen en France est de 2 587 euros net par mois, soit plus du double du SMIC. Donc si vous êtes un Français de la moyenne statistique, alors il faut que vous multipliez par 2 les chiffres que je vous donne. Pour vous, le coût de ma maison n'aurait pas été de 34 500 euros, il aurait été de 42 000 euros. Ce qui, pour une maison dont la valeur reste de 20 000 euros, commence à faire beaucoup. Qu'on se comprenne bien, vous l'avez payé 42 000 euros, mais elle vaut toujours 20 000 euros. Ça n'a pas bougé. Le second coût caché, qui est rarement précisé lorsque les gens vous disent combien ils ont payé leur maison, c'est le coût des travaux, qui peut largement dépasser le prix d'achat de la maison sans forcément augmenter significativement sa valeur sur le marché. Enfin voilà, que la valeur de la maison allait pas couvrir les matériaux et le prix du terrain. Si vous faites beaucoup de travaux pour installer des trucs qui n'intéressent pas les acheteurs, alors vos travaux auront un impact marginal sur le prix du marché de votre maison. Pour vous donner un exemple, si vous dépensez 5 000 euros pour enterrer une cuve à eau dans une maison non raccordée au réseau d'eau, alors vous n'aurez pas augmenté le prix du marché de votre bien immobilier. Parce que l'acheteur moyen, c'est-à-dire l'acheteur qui va fixer le prix du marché, lui, il s'en fout de votre cuve à eau. Tout ce qu'il voit, c'est qu'il va devoir, lui, payer 2 ou 3 000 euros de plus pour raccorder la maison au réseau d'eau potable. Et donc, non seulement vos 5 000 euros investis n'augmentent pas le prix du marché de votre maison de 5 000 euros, mais ce que vous perceviez comme une plus-value, lui, il le perçoit comme un coût supplémentaire, c'est-à-dire 2 ou 3 000 euros de plus pour raccorder la maison au réseau d'eau potable. Or, c'est sa perception à lui, c'est la perception de l'acheteur qui crée le prix du marché, c'est pas celle du vendeur. À l'inverse, si vous avez dépensé 3 000 euros pour raccorder au réseau d'eau votre site isolé, et là, vous avez réellement augmenté de 3 000 euros le prix du marché de votre maison. Parce que votre investissement, c'est une somme d'argent que l'acheteur moyen, il aurait de toute façon dépensé pour que le bien immobilier corresponde à ses attentes. Lorsque les gens vous disent qu'ils ont acheté une maison 80 000 euros et qu'il s'avère qu'ils ont fait 100 000 euros de travaux, alors ils n'ont pas payé leur maison 80 000 euros. Ils l'ont payé 180 000 euros plus les frais de notaire. Et s'ils ont fait une partie des travaux eux-mêmes, qu'ils y ont consacré par exemple 1 an, et qu'ils ont des revenus de la moyenne statistique, alors ça leur aura coûté 30 000 euros de plus. Parce que ça aussi, c'est un aspect qui peut être pris en compte, c'est la valeur économique du temps que vous consacrez à faire les travaux de
votre maison. C'est un coût financier que vous devez prendre en compte dans vos calculs si vous voulez déterminer le coût réel de votre maison. C'est la raison pour laquelle j'ai consacré beaucoup d'efforts à trouver une maison qui ne demandait absolument aucun travaux pour être occupée de suite. En fait, pour ça, il faut acheter des maisons qui étaient occupées juste avant vous par des gens qui déménagent, ou suite à un décès, ou un divorce parfois, ou alors au contraire deux personnes qui se mettent en couple et l'un des deux revend son ancienne maison. Et donc, lorsque le bien immobilier arrive sur le marché, il est déjà dans un état qui permet à une personne de vivre dedans sans avoir besoin de faire des travaux. Et quand je dis pas de travaux, c'est même au sens le plus petit du terme, hein, donc pas même des rafraîchissements. Parce que par exemple, pour ma maison, peut-être que certains d'entre vous auraient, pour des raisons esthétiques, changé les tapisseries ou recouvert les planchers de moquette pour faire un intérieur un peu plus moderne. Alors les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais moi, esthétiquement, j'adore ces vieux planchers, j'adore ces tapisseries anciennes. Donc j'ai pas fait de rafraîchissement parce que visuellement, cette maison, là, son intérieur, je l'aime beaucoup. Aucun travaux de rafraîchissement donc. Et je l'ai déjà dit dans des lives, mais je vous le répète, c'est vraiment ce que je vous recommande si vous voulez avoir le coût réel le plus bas possible pour votre maison. Parce que acheter une maison avec des travaux à faire, c'est acheter une maison qui vous oblige à effectuer des dépenses supplémentaires. Parce que les gens qui vous vendent ça, vous vendent du rêve, et bien souvent, ils ont aucune transparence, eux, sur le coût de leurs travaux. Or, c'est le coût des travaux qui va déterminer le prix réel de la maison. Vous n'allez pas acheter une maison insalubre pour 70 ou 80 000 euros alors que vous avez sur le marché des biens immobiliers comparables qui ne demandent aucun travaux. Parce que la valeur de vos travaux sera de toute manière inférieure à la plus-value que vous allez effectuer sur le prix du marché de la maison. Surtout si vous cherchez l'autosuffisance. Si on regarde sur l'ensemble de la France, on observe que, par exemple, ajouter des panneaux solaires n'a quasiment pas d'impact sur la valeur immobilière de votre maison. Alors que la pose de panneaux solaires, elle va avoir un coût financier pour votre budget. Un budget comparable, l'acheteur moyen, c'est-à-dire celui qui fixe le prix du marché, donc, il va préférer une maison raccordée à EDF à une maison non raccordée qui a toutes les peines du monde à produire assez d'énergie avec ses panneaux solaires. Et pour laquelle il faudra obligatoirement payer le raccordement à EDF. Donc un coût supplémentaire qui s'ajoute à celui de l'achat de la maison. Encore une fois, c'est vraiment cette question du prix du marché qui va être au centre de tout. Alors pour faire les choses concrètement, on va voir ensemble 3 exemples de zones que j'ai choisies dans 3 régions françaises très différentes, pour vous montrer concrètement quels biens immobiliers on peut avoir pour des sommes raisonnables, et puis surtout, comment est-ce qu'on fait pour les trouver. Le premier paramètre qui va déterminer le prix de la maison, c'est sa localisation. Avec toujours la même règle simple, moins il y a de demandes et plus le prix du marché va être bas. Pour un bien immobilier dont l'équivalent pourrait coûter 5, 15, voire 100 fois plus cher à un autre endroit. Là, encore une fois, je suis dans une maison de 250 mètres carrés, son prix est de 20 000 euros dans ma localisation à moi. Mais 250 mètres carrés à Paris, à 10 000 euros le mètre carré, si j'avais les mêmes volumes à Paris, ça m'aurait coûté 2,5 millions d'euros. Voilà, le même bien immobilier que le mien à Paris, c'est 2,5 millions d'euros. Et localisé là où je suis, c'est 20 000 euros. Donc ceci pour vous dire que le paramètre numéro 1 qui va déterminer le prix du marché, il faut être très clair là-dessus, c'est la localisation. Et donc il est impératif de faire en sorte que la localisation ne soit pas un problème pour exercer une activité professionnelle. Alors moi je vais pas reprendre tout l'historique de ma chaîne, mais depuis bientôt 10 ans, ce que je vous explique sur cette chaîne, c'est que dans une démarche d'autonomie, la première des autonomies qu'il est impératif d'acquérir, c'est l'autonomie financière. Depuis des années, on répète que c'est une folie de quitter son travail pour se lancer en autonomie, parce que autonomiste, c'est pas un métier en fait. Donc si vous voulez vous engager dans des démarches d'autosuffisance, il faut que vous exerciez une activité professionnelle. Donc, puisque je place le travail comme première étape de ma démarche d'autonomie, avant toute chose, ce que j'ai commencé par faire, c'est exercer des métiers que je peux exercer en télétravail. Acquérir l'autonomie financière, donc. Ce qui fait du coup que pour moi, la localisation de ma maison n'a aucune importance pour trouver un travail. Parce que du télétravail, on peut en faire depuis partout en fait. Et donc, je peux acheter une maison dans un secteur où il y a peu d'offres d'emploi, ce qui fait baisser le prix du marché, puisque moi, de toute façon, qu'il y ait des offres d'emploi ou pas, ça va pas être une contrainte pour moi. Alors pareil, j'en ai déjà largement parlé sur cette chaîne de cette question de l'autonomie financière, mais en fonction de votre profil, il va y avoir des secteurs dans lesquels vous pourrez travailler dans ces zones. Typiquement, si vous êtes plombier ou chauffagiste, par exemple, c'est des endroits où on trouve assez facilement des clients. Puis il y a plein de métiers comme ça du même genre qui permettent d'avoir des revenus autrement que par le télétravail. Et ça, cet ajustement professionnel, il faut le faire avant de partir sur un achat d'une maison à 20 000 euros. Parce que si vous êtes incapable de trouver du travail dans un lieu où le prix du marché est à ce niveau, alors votre maison à 20 000 euros, de toute façon, vous ne pourrez pas rester y vivre. Une fois qu'on a l'autonomie financière et qu'on peut travailler depuis n'importe où, ça élargit considérablement le champ des localisations où vous pouvez acheter. Et vous pouvez notamment acheter dans des endroits où c'est le moins cher, c'est-à-dire là où il n'y a pas de travail. Si vous faites sauter la contrainte de la localisation, alors tout devient possible et c'est là que vous allez pouvoir commencer à trouver des maisons à 20 000 euros. C'est là que les choses sérieuses peuvent commencer. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, comme promis, on va prendre 3 zones géographiques dans 3 régions françaises intéressantes
intéressantes. Et on va voir ce qu'on peut trouver comme maison intéressante à des prix intéressants. Pour ces exemples, on va partir d'annonces immobilières internet pour avoir des exemples visuels pour illustrer. Mais essayez de garder à l'esprit que comme pour l'achat des terrains, c'est pas sur internet que vous allez trouver les offres les plus avantageuses. Alors pareil, je vous renvoie à ma vidéo sur l'achat des terrains si vous voulez en savoir plus. Je vais pas répéter 2 fois la même chose. Donc si ça vous intéresse cette question du comment on fait des recherches pas sur internet, allez voir l'autre vidéo. Là, on va prendre des annonces internet parce que c'est pratique pour faire une vidéo, mais c'est juste pour ça qu'on prend des annonces internet. C'est pas du tout ce que je vous recommande de faire. Le secteur par lequel j'ai choisi de commencer, c'est celui de Martigny-les-Bains. Alors Martigny-les-Bains, c'est un petit village d'à peu près 800 habitants. Comme vous le voyez là ici en haut, et puis là ici, il y a plus de la moitié de la surface du village qui est couvert par de la forêt. Puis vous avez des grandes forêts là derrière tout autour. C'est a priori une zone dans laquelle c'est jouable de trouver des parcelles forestières qui ne seront pas attenantes à la maison si vous achetez une maison à Martigny-les-Bains, mais qui restent accessibles à pied, voire avec un véhicule léger. Puis vous avez des petits commerces dans le village et vous avez un Carrefour Market qui est à, allez, on va dire 3-4 km, quoi, donc à petite distance. C'est faisable en vélo, par exemple. Un autre point intéressant sur le village de Martigny-les-Bains, c'est qu'il y a une gare. Il y a une gare SNCF. Et donc, si vous habitez ici dans le centre-village, vous pouvez littéralement aller à pied à la gare. Donc, au niveau du transport, on réunit à peu près toutes les caractéristiques. Martigny-les-Bains, en fait, c'est un petit village dont une grosse part de l'activité tournait autour de ce bâtiment-là que je suis en train de vous montrer à l'écran et qui était l'Hôtel International. Donc, c'était un truc assez prestigieux. Et vous voyez maintenant dans quel état il est. Et on est typiquement dans l'un des secteurs que je vous décrivais, c'est-à-dire il n'y a pas d'emploi dans ce village. Donc, les gens qui veulent venir s'installer à la campagne, ils n'ont pas envie de venir s'installer dans un secteur dans lequel ils vont pas pouvoir trouver de travail. Et malgré l'intérêt géographique, parce que là vous voyez que c'est quand même intéressant d'avoir ce type de végétation, le village est vraiment intéressant pour quelqu'un qui veut faire des choses en autosuffisance. En fait, vous n'avez pas d'acheteurs qui sont intéressés pour acheter là-bas. Donc, si on regarde sur le Bon Coin, les maisons à vendre, voilà, il y a 7 maisons à vendre à Martigny-les-Bains. Donc, le premier prix, ça va être 25 000 euros. Je ne sais pas si on peut les classer par... De toute façon, vous voyez, c'est tous les mêmes ordres de grandeur. Il y a celle-là qui est un peu plus chère à 58 000 euros. Elle fait 150 mètres carrés. Mais sinon, regardez, on est sur quoi? 25 000 euros, 35 000 euros, 35 000 euros, 36 500 euros et 58 000 euros. Donc on est sur un ensemble de fourchettes de prix qui est relativement faible. On va regarder par exemple celle à 36 000 euros. Alors, maison de village, 4 pièces, 97 mètres carrés. Voilà, terrain non attenant dans le village de 167 mètres carrés. C'est typiquement ce dont je vous parlais, c'est-à-dire que traditionnellement, toutes ces maisons de village, elles sont associées à un petit lopin de terre qui est en sortie du village, dans lequel il va y avoir 2-3 arbres fruitiers ou un potager. Alors, 97 mètres carrés, 36 000 euros pour 97 mètres carrés, c'est relativement raisonnable comme prix. Si on regarde les photos, vous voyez, regardez les intérieurs, ça a l'air d'être en bon état. Il n'y a pas besoin de faire des travaux. Enfin, on voit visiblement qu'il n'y a pas besoin de faire des travaux dans cette maison. Elle est habitable de suite. Donc, c'est typiquement le genre de bien immobilier dont je vous parlais. Alors, par contre, vous voyez, le prix, 36 500 euros, c'est pas mes budgets à moi. Mais là, c'est un truc que je trouve comme ça en 5 minutes de recherche. Si je devais y passer plus de temps, je pourrais trouver des biens de qualité comparable à ça pour moins cher. Probablement qu'on peut trouver des choses de ce type-là pour aux alentours de 30 000 euros dans le coin. Mais il faut prendre en compte le temps que la recherche va prendre. Et ce temps a un coût. Donc l'un dans l'autre, quand on trouve un truc comme ça, c'est plutôt intéressant. 97 mètres carrés, la surface est assez grande. Alors on va voir un peu ce qu'il y a d'autre sur cette commune. La moins chère, c'était à 25 000 euros. 25 000 euros, 58 mètres carrés. Voilà, donc elle est moins chère parce qu'elle est aussi de plus petite surface. Alors, maison de village, 4 pièces, 58 mètres carrés. Où l'image est belle. L'image est belle, mais c'est écrit projet 3D. Donc c'est pas que donc ça ressemble pas à ça. Attendez, état actuel, projet 3D. Ah oui, très bien. Donc ils mettent une miniature de à quoi ça pourrait ressembler si on faisait des travaux. Vous voyez, typiquement, ça c'est un bien immobilier que moi je n'achèterais pas. Je l'achèterais pas parce que pour moi là il y a pas énormément de... Ah, si, un peu quand même ici. Ouais, ça, c'est la toiture. Ah ouais, non, il y a quand même pas mal de trucs à faire, en fait. Donc, 25 000 euros, ça peut paraître plus attractif que celui qu'on a vu tout à l'heure, ici, à 36 500 euros. Sauf qu'en réalité, non, c'est pas du tout plus attractif parce que vous allez avoir, en plus de ces 25 000 euros, peut-être 15 voire 20 000 euros de travaux. Donc, cette maison, elle vaut plus probablement aux alentours de 45 000 euros. 45 000 euros pour 58 mètres carrés, il vaut
mieux mettre 36 500 € pour 97 mètres carrés. Enfin, je veux dire, vous avez le choix entre les deux. Celle-ci est beaucoup plus intéressante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre toujours dans ces gammes de prix? Celle, il y a 35 000 €. Bah, je crois que c'est la même. Ouais, c'est la même que celle qui est ici à 36 000 €, d'accord. Bah, moi, je préfère l'acheter à 35 000 à ce compte-là. L'autre maison à 35 000, là, ça n'a pas l'air d'être la même. Il y a une autre maison à 35 000, donc les autres ont baissé le prix à 35 000 pour que le prix soit égal à celle-ci. Ça, c'est exactement ce que je vous expliquais sur le marché. Les prix du marché s'alignent. Hein, il n'y a pas l'air d'y avoir non plus de travaux à faire. Il y a déjà clairement un poêle à bois, donc les conduits pour le bois. Il y avait une belle cheminée, hein. Vous avez vu cette cheminée, elle est magnifique. Pareil, ça a l'air correct tout ça. Bon, la salle de bain, faut un peu nettoyer, mais on voit pas de traces de moisis ou de trucs comme ça. Ouais, ben écoutez, ça typiquement, c'est aussi une maison que, par curiosité, j'irai visiter. Terrain plat clôturé de 210 mètres carrés. Il y a à chaque fois un petit lopin de terrain qui est associé à ces maisons. Toutes les maisons de village ont un petit lopin de terrain qui leur est associé. Alors, il restait une maison, là, celle qui était un peu plus chère, 150 mètres carrés. Donc, c'est clairement la plus grande des maisons, celle-là. Mais par contre, le prix 58 000 €, c'est... Ah, j'adore... Vous avez vu le plancher, j'adore le plancher. Ben, pareil, ils ont le même type de chauffage central que moi. Ah, ça, c'est de la balle, ça. Là, vous voyez, cette cuisinière, cette cheminée, où là, on a du joli, là. Ah ouais, alors ça n'a pas de prix. Ce truc-là, ça n'a pas de prix. Mais ça n'influe pas sur le prix du marché. La raison pour laquelle la maison est plus chère, c'est pas à cause de ce truc-là, c'est parce que la surface est plus importante. Vous remarquez qu'il ne se chauffe pas avec ça. Et là, vous voyez, ici, il y a un radiateur, il y a le chauffage central là. Bon, le parquet est un peu à reprendre par endroits. Ça a l'air en plutôt bon état. Alors, moi, j'aime bien les trucs un peu anciens comme ça. Là, la couleur est quand même ignoble, hein. Il y a un petit bout de terrain attenant. Alors, je sais pas si du coup, l'espèce de petit hangar ou cabanon là-bas, il va avec. Une cave voûtée. Bah, une cave voûtée comme la mienne. Vous voyez, bah c'est typiquement un truc comme ça que j'ai. C'est cave voûtée, alors la cave voûtée c'est super bien. Là on est quoi? Et donc ce chaudière à fioul, ma chauffage central, vous voyez, ça c'est très bien. Il y a quoi? Oui, parce qu'après, en fait le chauffage central est déjà installé, donc si vous après vous voulez remplacer par un truc plus écolo, mettre une chaudière à bois, le reste des radiateurs reste toujours là, vous avez juste la chaudière à changer en fait. Toute l'installation est déjà faite, hein. La façade est sobre, moi j'aime bien une façade sobre comme ça, c'est sobre, c'est discret. J'aime bien le style aussi sur celle-là. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire de rafraîchissement parce que typiquement, j'aurais pas envie de changer les tapisseries, j'aurais pas envie de changer les lustres. Le parquet, je le trouve, il est juste magnifique le parquet. Il y a une belle vue quand on ouvre la fenêtre. Ah, franchement, celle-là, c'est la plus intéressante. Alors, c'est la plus chère. Si j'avais des sous, je partirais sur celle-là. Et sur un budget un peu plus raisonnable, je partirais sur celle-là. Par contre, celle-ci, là, à 25 000 €, qui a l'air d'être la moins chère, celle-ci, non. Juste non, parce que il y a peut-être 15-20 000 € de travaux à mettre en plus, quoi. Peut-être même encore plus que ça, pour obtenir un résultat. Ouais, non, il y a trop de boulot. Il y a trop de boulot, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas de coup et elle vaut pas ce prix-là. Elle vaut plus cher que celle-ci, donc autant partir sur celle-ci. Alors là, typiquement, vous avez compris le modèle. Je commence par Martigny-les-Bains, c'est intéressant. Il y a une gare, il y a une faible densité de population, à 800 habitants, il y a de grandes couvertures forestières. Le site est intéressant, donc, hein. On peut accéder, comme je vous l'explique, à la plupart des commodités à pied directement dans le village ou en vélo. On a un ordre d'idée des prix du marché, c'est-à-dire, allez, on va dire, aux alentours de 35 000 € pour 100 mètres carrés. Et donc ensuite, on peut, par champ concentrique, élargir le périmètre qui nous intéresse, étendre les recherches, vous voyez. Si je garde la même logique de m'intéresser aux zones forestières, ce serait la zone que, vous voyez, le cercle que je suis en train de faire, vous voyez, ce serait ce cercle-là. Donc, en plus de Martigny-les-Bains, on rajouterait Crainvilliers, alors Dombrot-le-Sec peut-être pas parce qu'ils ont quand même pas beaucoup de forêt, mais Seroncourt, Morizécourt, et puis on étend comme ça le périmètre dans la zone sur laquelle on fait les recherches. Mais comme je vous l'ai montré, avec un point central dans lequel le prix du marché va être bas, pour des raisons économiques, hein, pour les raisons économiques que je vous ai expliquées, à savoir qu'il y avait un grand hôtel, là, le Grand Hôtel International, et que le Grand Hôtel International, il en reste ça. Si vous allez vous installer là-bas, il ne faut pas que vous imaginez que vous trouverez de l'emploi là-bas, il faut que vous soyez capable de travailler en télétravail, ou alors d'avoir une activité professionnelle qui corresponde à la demande des gens qui habitent tout autour du village. Je vous disais par exemple être plombier ou chauffagiste, parce que c'est typiquement le genre de job pour lesquels on trouve du travail dans ces coins. Voilà, alors c'était un premier secteur pour vous donner un premier exemple. Là, on va partir dans un coin complètement différent.